Le film que vous allez voir est l'adaptation d'événements vécus par Jack et Janet Smurl et leur famille. Les phénomènes surnaturels sont toujours sujets à controverse, mais on a admis que les incidents dont cette famille a été victime se sont réellement produits. Diverses sources le confirment. Ce film est le pire film adapté des dossiers Warren, le célèbre couple de chasseurs de fantômes américains qui a passé une vie à enquêter sur des affaires de maisons hantées et démons en tout genre aux États-Unis à travers leur interprétation religieuse des événements. Leurs personnages sont devenus des superstars d'Hollywood grâce à la saga Conjuring qui adapte leurs enquêtes, mais bien avant les Conjuring, justement, il y a eu beaucoup de films adaptant officiellement ou non leurs enquêtes avec une qualité à géométrie variable. J'ai demandé à Pierre de sortir de sa caverne pour me trouver la VHS qu'on a regardée, afin qu'on puisse justement en parler tous les deux. Et oui, alors la VHS étant ce qu'elle est, la qualité du film est un peu altérée, pour ne pas dire assez dégueulasse, et les voix sont parfois inaudibles. Mais en soi, ça donne son charme au film et ça rend les rares scènes d'angoisse un peu plus angoissantes. Mais pour que ce soit un peu plus intéressant, on a aussi la source principale autour de cette affaire, The Haunted, écrit par l'auteur Robert Curran, avec le témoignage des Warren, des Smurl, la famille victime des phénomènes, et plein d'autres témoins. Alors on va s'amuser à comparer le film et le livre, et dans un dernier temps, je reviendrai rapidement sur l'affaire en prenant en compte ses points de vue et les faits réels de ce cas, que j'avais déjà traité dans une vidéo, qui a pris un petit coup de vieux. En somme, on est sur une vidéo basée à 100% sur le merchandising des Warren, et on n'est même pas sponsorisé. Juste avant que Pierre nous lance la VHS, je vous contextualise rapidement l'affaire pour que vous puissiez avoir tous les éléments afin de suivre confortablement tout ça. En 1974, la famille Smurl, composée de Janet et Jack, leur fille, les parents de Jack ainsi que leur berger allemand, déménagent à West Pittston, en Pennsylvanie, à cause de dégâts des eaux dans leur précédente maison. Après leur installation, la famille commence à vivre des événements étranges. Disparition et réapparition d'outils, taches indélébiles sur un tapis, odeur nauséabonde. Bon, malgré ces événements, la vie continue normalement pour les Smurl, mais les événements étranges deviennent plus intenses. La famille entend des voix, elle aperçoit une forme noire récurrente, elle subit énormément de phénomènes inexplicables qui font que les Warren interviennent en 1986, 12 ans après le début des phénomènes. Pour eux, 4 entités vivent dans la maison, dont un démon. Il y a 2 exorcismes qui sont menés par le prêtre McKenna et qui échouent. Entre-temps, les phénomènes deviennent hors de contrôle. Des coups contre les murs, une force invisible qui fait léviter certains membres de la famille, des attaques par cette force invisible chez eux, des apparitions. La famille décide de rendre publique l'affaire en parlant à la presse. Ça attire l'attention des médias et de curieux qui harcèlent la famille. En 1989, un 3e exorcisme réussit, met fin aux phénomènes paranormaux, et la famille déménage. Voilà, vous avez les bases et on va rentrer dans les détails en s'intéressant au film, au livre et aux controverses de l'affaire. Et on va voir comment est-ce que le film a parfois pris des libertés, disons, créatives. Le film plonge directement dans le vif du sujet, montrant la famille Smurl qui s'installe dans une nouvelle maison achetée après une inondation qui les a poussés à déménager. C'est une grande maison divisée en 2 appartements, alors John et Mary, les parents de Jack, occupent un côté de la baraque tandis que le reste de la famille Smurl crèche de l'autre côté. Ils retapent tranquillement leur maison, parce qu'il y a pas mal de travaux à faire niveau marouflage et peinture, puis, alors que la famille s'intègre tranquillement dans la communauté, qu'ils vont à l'église et commencent à être invités à des apéros, Janet vit soudain l'impensable et se retrouve en plein cauchemar. Janet? Oui, je suis en bas. Janet? Je suis là, en bas, maman. Je mets le linge dans la machine. Janet? Vous voulez quelque chose? Maman, c'est vous qui êtes venue à la maison il y a un instant? Oh non, surtout pas, après ce que j'ai entendu il y a quelques minutes. Des paroles ordurières à vous envoyer directement en enfer. Mon fils est un bon catholique. Je ne pensais pas entendre de pareils propos venant de vous. Enfin... Mais voyons, maman, ça ne peut pas être nous. J'ai conduit Jack à l'usine très tôt ce matin.
Je vous ai parfaitement entendu, j'étais là. Pourquoi mentirais-je? Alors qui était-ce? Je n'en sais rien. En tout cas, il y avait bien des gens à côté. On aurait dit que c'était vous. Elle entend des voix et... Et je dois déjà t'interrompre. Cette scène dans le film qui est censée marquer le début des phénomènes se passe en réalité des années après avoir emménagé, quasiment 10 ans après. Entre-temps, il s'est passé un paquet de choses que le film ne montre pas et qui auraient pu aider à installer une ambiance qui va crescendo. Mais que sont ces phénomènes ? Bah ouais, c'est vrai ça. Que sont ces phénomènes? Eh ben, dès qu'ils emménagent en 1974, pendant les travaux de rénovation, Jack a la surprise de remarquer que tous ses joints ont une fuite d'eau dès qu'il vérifie son débit. Après les avoir bien fixés, même problème. Il fuit une seconde fois jusqu'à ce que Jack les fixe encore pour que le souci s'arrête. Le film ne montre que Jack qui cherche son marteau qui a disparu. Le marteau, tu l'as pris? Non, je pensais que tu l'avais. Oui, je l'avais, mais je l'ai posé et je le retrouve plus. Je me demande où il est passé. Et à ton père, tu lui as posé la question? Non. Papa? Oui. Tu as pris le marteau? Non. Doucement. T'en es sûr? Évidemment. À moins que je sois devenu sénile sans le savoir. Tout est possible dans la vie. Ah, ah. Puis c'est la télé de Jack qui prend feu une nuit, et ensuite c'est au tour de la cuisinière électrique juste après l'achat de celle-ci, et même résultat pour le câblage de sa nouvelle voiture qui prend feu quelques jours après achat. Oh bah, maudit défaut de fabrication, c'est vraiment pas de bol. Ensuite, toujours en 1974, dans la salle de bain, le couple y installe leur nouvel évier et leur baignoire. Le lendemain, il remarque que les meubles ont été griffés au point de les endommager sérieusement. Les jours suivants, Jack remarque d'autres griffures qui s'additionnent à celles déjà présentes. Bon, moi à leur place, je commence déjà à sérieusement m'inquiéter, mais en 1975, leur fille Dawn dit voir des gens flotter dans sa chambre. Évidemment, quand Jack va voir, il n'y a personne. Les années passent et les phénomènes s'accentuent. La chasse d'eau se tire toute seule. La radio s'allume, même débranchée. Jack, seul à la maison, entend des pas à l'étage et des tiroirs s'ouvrir. Pour le couple, la maison est hantée. En 1983, la maison des Smurl empeste une odeur étrange dont la source est inconnue. Ils ne la trouvent pas. Ils entendent des voix leur proférer des insultes, il fait anormalement froid chez eux, ils ne se sentent pas à l'aise, etc. Bref, vous voyez qu'au domicile, le climat est anxiogène, mais ils restent quand même chez eux. Les phénomènes continuent jusqu'à un jour où Janet, au sous-sol, au milieu de l'après-midi, lance sa machine à laver. Ah bah oui, ah bah voilà, bah ça je reconnais. Elle entend alors une voix féminine, douce, appeler son prénom. Elle se redresse, personne. Elle est pourtant sûre d'avoir entendu quelqu'un l'appeler. Elle regarde autour d'elle, et là elle entend à nouveau une voix féminine appeler son prénom, Janet. Janet fait quelques pas et elle entend à nouveau la voix, cette fois-ci derrière elle. Elle se retourne et encore une fois, il n'y a rien. Elle regarde vraiment de là où la voix semble émaner, mais non, absolument rien. Alors elle demande à la voix qu'est-ce qu'elle veut, mais elle n'obtient aucune réponse, et elle recommence, elle lui demande qu'est-ce qu'elle veut, et là, elle entend à nouveau son prénom. Elle redemande encore qu'est-ce qu'elle lui veut, mais elle reste toujours sans réponse. Là, elle est troublée, elle commence à se diriger vers les escaliers pour essayer de reprendre ses esprits. Elle entend encore à ce moment-là la voix l'appeler par son prénom. Vous savez, c'est le genre de situation où le temps semble un petit peu s'arrêter. On est un peu désarçonné, on se demande si ce qu'on est en train de vivre est bien réel. Et au moment où elle pense à tout ça, elle entend à nouveau son prénom. Ça la fait vraiment paniquer. Elle monte les escaliers à toute vitesse. Elle décide de s'agenouiller dans sa cuisine et de prier jusqu'au retour de ses filles à la maison après l'école. Le fait qu'elle prie, ce n'est évidemment pas anodin, c'est d'ailleurs très insistant dans le livre, c'est vraiment une famille chrétienne et leur foi est mise au centre d'ailleurs des événements et de ce qui leur arrive. D'ailleurs, lorsqu'elle raconte tout à son mari, il est bien précisé qu'ils sont religieux et qu'ils croient à d'autres plans d'existence qui peuvent parfois interagir avec le nôtre selon leurs croyances. Ici, le film prend cette scène pas si spectaculaire que ça en comparaison de tout ce que tu me racontes et la transforme en un moment clé puisque ça marque le véritable début des phénomènes alors qu'en fait c'est déjà la foire aux phénomènes dans le bouquin. C'est à partir de là que le film enchaîne des manifestations paranormales dans la maison. Mais il y a une différence majeure. Dans le film, c'est Janet qui vit presque tous ces phénomènes, alors que dans le livre, c'est toute la famille qui est concernée. Dans le film, des personnages comme Mary, par exemple, entendent des voix proférer des insultes. Mais c'est pour renforcer le fait qu'elle croit alors que Janet ne va pas bien et que le couple se dispute, que la famille se fracture. D'ailleurs, le fait que ça ne soit que Janet qui vive ces phénomènes
phénomène accentue les disputes et l'isolement, puisqu'elle a du mal à être crue. Mais j'y suis pour rien, j'étais au sous-sol occupée à préparer une lessive et puis soudain je l'ai entendue appeler, je suis montée aussitôt voir ce qu'elle voulait, la maison était vide. C'est pour ça que tu restes assise dans le froid. Écoute-moi, quand je l'ai vue, elle a commencé par Arrête, calme-toi chérie, je m'inquiète pour toi, tu es surmenée. Tu sers de chauffeur à presque tout le quartier, tu organises des réunions avec le club, tu t'occupes de fleurir l'église, tu t'épuises. Non, c'est pas vrai, il va falloir que tu renonces à certaines activités. Je vais très bien. Mais si tu te sens perturbé, faut réagir. Tu peux peut-être aller consulter un psychiatre. J'allais voir un psychiatre. Tu dois être torturé par des martiens. Janet fait des cauchemars, elle voit des choses, mais au final, on nous montre assez peu de ces choses. À un moment, elle prie après avoir entendu quelqu'un prendre un bain, alors que personne n'était dans la salle de bain. Comme si le film cherchait à jouer sur plusieurs tableaux, et notamment l'interprétation selon laquelle, peut-être que tout ça c'est dans sa tête. Mais un jour, elle voit une forme noire vaporeuse se déplacer dans sa maison, et paniquée, elle se rend chez sa belle-mère qui lui fait une révélation fracassante. J'ai vu une chose étrange. Ce ne sont pas des histoires. Je n'ai pas réussi à voir son visage. Je sais pas comment vous dire, mais c'était horrible. Elle est passée devant moi et ensuite elle a disparu dans le mur. Je perds la raison, c'est ça. Et moi qui pensais que je devenais cinglée. Vous aussi, vous l'avez vue? Elle est sortie du mur de la cuisine. Elle a filé dans le salon tout de suite après. Et là, elle a disparu. Vous lui disiez la vérité l'autre fois. Vous savez les gros mots. Oh, mais évidemment. Je vous le jure. Jack était parti au travail. Oh, Jeannette. J'ai peur, j'ai très peur. C'est l'une des rares scènes présentes à l'identique dans le livre et il faut dire qu'elle est très efficace. Janet décrit l'entité aperçue comme une silhouette noire portant une cape avec un visage sans aucun trait, pas d'yeux, ni de nez, ni de bouche. La silhouette est vaporeuse et elle peut voir à travers. La chose flotte, passe près de Janet, traverse la cuisine puis le salon. Janet l'observe mais elle est complètement paralysée, incapable de bouger, selon elle à cause d'un état de choc sur le moment. Lorsqu'elle parvient à marcher et vérifier le salon, eh bien il n'y a personne. Janet va en parler à Mary, sa belle-mère. Elle veut lui dire qu'elle pense avoir vu un démon de l'enfer, mais lorsqu'elle arrive de l'autre côté du duplex, chez Mary, elle la trouve soucieuse. Avant même que Janet puisse témoigner, Mary, troublée, lui annonce qu'elle a vu une forme noire traverser son mur, flotter jusqu'à elle, puis disparaître. Elle a vu la même chose que Janet. D'ailleurs, la description n'est pas sans rappeler les Shadow People, une légende urbaine très populaire, notamment sur Internet. Parce que beaucoup de gens ont déjà vu cette forme du coin de l'œil, qui peut s'apparenter à de la pareidolie, mais également beaucoup de gens en ont fait l'expérience à travers des paralysies du sommeil. Après ça, Janet, elle veut des réponses et elle se met à lire plein de bouquins sur le surnaturel. Elle évoque alors les légendes urbaines qui entourent la ville et les environs de leur maison. Tout le quartier a été construit sur d'anciens puits de mine. Dans les années 30, il y a des habitations qui se sont effondrées et pire encore dans ce pâté de maisons. Il est indiqué clairement dans ce livre que sous une des maisons, les sauveteurs ont déterré des ossements de cochons disposés en hexagone, ce qui est un symbole, c'est ni plus ni moins le signe du diable, et la preuve que les adorateurs... Janet. Et dans le deuxième bouquin, là, ils expliquent qu'il n'existe que deux façons d'attirer un esprit dans une maison. Ou c'est volontairement, en organisant des séances de spiritisme, ou alors, c'est parce qu'un jour quelqu'un a commis un crime horrible sur ces mêmes lieux. Où tu vas là? Et ils peuvent apparaître quand ils veulent. Des fois, ils n'apparaissent qu'à une seule personne. Les autres ne le sentent pas. Alors cette personne s'inquiète. Elle croit qu'elle devient cinglée, mais elle a toute sa tête. Tu vas finir par effrayer les filles avec toutes tes histoires. Ce qui est intéressant, c'est que les légendes urbaines dont elle parle sont discutées par l'auteur dans le livre dès l'introduction. Robert Curran établit le contexte historique et culturel de la maison et des environs. Le bâtiment date de 1896, plusieurs familles s'y sont succédées. Il y a des rumeurs de lieux hantés, notamment depuis le début des années 1900, à cause de nombreux effondrements dans cette ville de 10 000 habitants, parce qu'elle repose sur des mines d'anthracite qui provoquent souvent des effondrements. Ce phénomène accentue les rumeurs. Beaucoup racontent que des démons sortiraient des entrailles de la terre, ou bien que certains pratiqueraient la magie noire pour les invoquer, notamment avec des os d'animaux, ici de cochons, qui auraient été retrouvés, surtout vers les années 40. L'immeuble n'est pas impacté après ces décennies, mais les rumeurs
autour du fait qu'il soit hanté circulent. Beaucoup de légendes urbaines se racontent, il y a déjà des antécédents à ce qu'il va se passer. Ici, à ce moment du film, ça sert juste d'élément pour de vagues pistes qui pourraient expliquer les phénomènes. Mais dans le film, ça sert aussi à montrer que, ça y est, elle prend le problème à bras-le-corps, elle veut se défendre face au phénomène. Oui, et justement, c'est encore une fois dommage que le film n'utilise pas toute la matière du livre, qui explique que pendant des mois, la famille cherche des explications rationnelles, fait venir des ouvriers qui vérifient la plomberie, les fondations, l'infrastructure. En fait, ils vivent les phénomènes et commencent à envisager des mesures plus radicales quand ils ne parviennent pas à endiguer le phénomène et qu'ils montent en intensité, quand vraiment, en gros, ils ont tout essayé de ce qui leur semblait rationnel, normal ou à leur portée. Ils essaient d'abord de rationaliser et ensuite se disent que c'est paranormal, et là, Janet commence à se documenter sur le surnaturel et à contacter des départements de parapsychologie auprès d'universités, mais personne ne leur vient en aide. Bref, Janet se documente, mais entre-temps, les problèmes continuent. Un soir, alors qu'ils dorment, son oreiller se met à lui parler. Non, vraiment. Jack? Quoi? Tu as entendu? De quoi tu parles? Des voix. Ça suffit, Janet. Arrête avec ces histoires de voix. T'as pas compris que c'est ton imagination? Jack, je t'en prie, pose la tête sur l'oreiller. Approche. Tiens, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu l'impression d'entendre... Leur solution est changer d'oreiller et le problème est réglé. Elle se colle à Jack et puis tout va bien. C'est bon, tu as gagné. Bon, et mieux que tu dormes de mon côté ce soir. Mais ça se passe comment dans le livre? Ah non, mais c'est pas dans le livre ça. Bon, bah après l'oreiller qui parle, trop, c'est trop. Janet demande de l'aide à l'église. Je pourrais savoir de quel type de problème je vais devoir m'occuper? C'est lié à notre maison, mon père. Je devine quel est le problème. Il recrute alors le père Malone. Le film axe sur le fait que la hantise est une métaphore de leur mariage qui prend l'eau. Le père Malone, c'est un professionnel. Direct, il sent la présence démoniaque. Dans le film, il y a un ancrage total sur la hantise liée à la religion. Et c'est plutôt compréhensible, le livre insiste énormément aussi sur le fait qu'il s'agisse d'une famille de chrétiens éprouvés dans leur foi. C'est logique que ce qui leur arrive soit interprété par le prisme de leur croyance, et en l'occurrence ici la religion. Ce qui me dérange dans le film, c'est que là aussi, le livre est beaucoup plus crédible ou en tout cas subtil dans les faits qu'il avance. Janet contacte à de nombreuses reprises l'église officielle qui refuse systématiquement de les aider. Il y a bien le père Malone qui va passer constater les phénomènes, et ensuite monseigneur Hugh Byrnes qui viendra bénir la maison, mais c'est tout. D'ailleurs, le film fusionne plusieurs personnages, ici ceux du père et du monseigneur. Côté religieux aussi, on y reviendra après, mais c'est beaucoup mieux contextualisé dans le livre, tout l'aspect sociétal autour de la religion. Ouais, et ben en tout cas, la venue des figures religieuses n'aide pas, puisqu'il y a un lustre qui manque de leur tomber dessus. À un moment, pour se changer les idées, ils s'en vont faire un peu de camping, et pendant leur absence, les voisins entendent des hurlements en provenance de la maison. Une maison qui est pourtant censée être vide. Et il y a la même scène dans le livre, pareil pour celle du lustre, sauf que le lustre tombe carrément sur l'épaule de Shannon. Le choix n'est pas anodin dans le livre comme dans le film. C'est montré non pas comme un accident, mais comme une attaque de l'entité qui hante la maison, et ça montre que la présence s'attaque aux enfants maintenant. C'est un élément dramatique qui demande une réaction. C'est aussi une confirmation définitive dans le film que les phénomènes sont bien réels et ne touchent pas que Janet. Après le couple, ce sont les enfants qui sont en danger. Et il est clairement temps de passer aux choses sérieuses et d'appeler à la rescousse les superstars du paranormal, les Warren. Janet les rencontre alors qu'ils donnent une conférence, alors que, dans le livre, ils sont mis en relation par un prof qui connaît le couple. Mais comme tout se passe au téléphone, ça devait être moins intéressant à adapter. Les Warren débarquent pour aider la famille. Dans le livre, comme dans le film, ce sont des super-héros. À aucun moment, l'auteur ne discute la crédibilité ou la réputation des Warren, ou encore les dons supposés de Lorraine Warren. Je peux tout de suite vous dire qu'il s'agit d'un démon. Et ce démon utilise les 3 autres esprits pour détruire votre famille. Pourquoi s'en prend-il à nous? Je suis incapable de l'expliquer. Ce que je sais par contre, c'est que vos 2 grandes ont dépassé l'âge de la puberté. Cela lui donne l'énergie nécessaire pour refaire surface. C'est un schéma classique. Il se sert de leur enthousiasme et de leur sensibilité pour vous déstabiliser. Vous avez fait des travaux de rénovation. Bien sûr, c'était tellement sale ici. C'était un vrai taudis avant. Ils étaient sûrement endormis, vous les avez réveillés peu à peu.
Ils sont iconisés comme dans les Conjuring modernes. Ils sont beaux, parfaits, sans faille. Ce sont des archétypes plus que de réels êtres humains avec leurs bons et mauvais côtés en fait. Et les Warren viennent les aider. Mais entre-temps, les phénomènes continuent. Et là, un soir, Jack se fait... Ah, on va vraiment parler de cette scène. Bah, on avait dit que... en fait, c'est peut-être mieux que vous regardiez d'abord la scène. Bon, alors petit trigger warning quand même, la séquence que vous allez voir est absurde et presque grotesque, mais en substance elle évoque une scène de violence sexuelle, donc si ça vous met trop mal à l'aise, vous pouvez sauter la séquence. Qui êtes-vous? Jack se fait violer par un fantôme. Voilà. C'est pas croyable. Attends, mais c'est dans le livre, ça? Alors... Nous sommes la nuit du 21 juin 1985. Jack se réveille dans son lit avec une sensation de panique. Il est seul, sa femme est au même moment déjà réveillée et en bas. Il voit alors une femme qui a le visage d'une dame âgée d'au moins une soixantaine d'années, aux yeux rouges et à la peau purulente, le cliché de la sorcière en somme, mais ayant le corps d'une jeune femme. Jack est paralysé et il la voit sortir de l'ombre de sa chambre et avancer jusqu'à lui. Là, à la manière d'une succube, elle lui grimpe dessus et abuse de lui. Selon Jack, il ne pouvait pas détourner le regard et voyait son visage et son large sourire. Lui était terrorisé et selon lui, elle a eu plusieurs orgasmes avant d'ensuite disparaître en un clin d'œil. Jack décrit ensuite qu'une substance visqueuse se trouvait un peu partout sur lui et qu'elle aurait été laissée là par la créature. Il y en avait partout, y compris sur ses parties génitales, et il était trempé de sueur. Il en parle à Ed Warren qui lui dit que c'était une succube. Il a ensuite pris sa douche et a eu du mal à faire partir la substance collée à sa peau qui avait selon lui une odeur très forte. Le matin suivant, Dawn raconte qu'elle a vu en rêve le de son père par la succube alors qu'elle n'était pas au courant. Elle donne la même description de la succube. Alors une succube, c'est en gros un démon du sexe. Le masculin est appelé incube et ces figures sont présentes dans beaucoup de cultures à travers le monde sous d'autres appellations, mais ici elles sont liées aux croyances chrétiennes. Donc dans le livre, je trouve la scène beaucoup plus immersive et elle a surtout toutes les caractéristiques d'une paralysie du sommeil. Le fait de voir une vieille dame, le fait d'être paralysé, incapable de bouger ou de crier, ce sentiment de terreur... Bon, je vais pas me prononcer pour la substance visqueuse. Mais donc, dans le livre, c'est beaucoup plus intéressant et moins grotesque, déjà parce que la séquence est plus immersive, mais aussi parce qu'elle a pu arriver à pas mal de monde, peut-être à vous. Cette vieille dame, par exemple, c'est l'une des figures les plus récurrentes au monde dans les paralysies du sommeil avec hallucination visuelle. La paralysie du sommeil, en quelques mots, si vous ne savez pas ce que c'est un trouble du sommeil qui survient pendant la phase de sommeil paradoxal, donc pendant que vous rêvez, il peut arriver que vous vous réveillez, votre corps est paralysé et votre cerveau essaye de comprendre ce qu'il se passe. Au mieux, c'est un sentiment de terreur et au bout d'1 ou 2 minutes, vous arrivez à complètement reprendre le contrôle de votre corps et au pire, certains ont des hallucinations auditives ou visuelles. En gros, honnêtement, c'est vivre un film d'horreur en vrai.
un cauchemar en vrai. Et ça arrive à beaucoup de gens au moins une fois dans leur vie. Et en fonction des cultures d'ailleurs, par exemple en France c'est complètement expliqué scientifiquement, mais en fonction des cultures de certains pays, c'est considéré comme quelque chose de surnaturel. Je trouve d'ailleurs la perception culturelle de la paralysie du sommeil extrêmement intéressante. Bon, en tout cas, après cette séquence perturbante, les Warren passent à l'action. Selon Lorraine, il y a 3 esprits et un démon qui hantent la maison. Après, c'est rock'n'roll. Les Warren filment l'enquête et des tiroirs s'ouvrent. Il y a des phénomènes de poltergeist qu'Ed arrive à calmer en jetant de l'eau bénite. Disparaître. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes de disparaître. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te somme de disparaître. Ensuite, le brouhaha continue, il y a des hurlements, et là encore, Janet jette de l'eau bénite pour calmer le jeu. Il y a pas mal de scènes religieuses, et le film alterne entre la lutte de la famille contre la hantise et les trop rares séquences d'horreur. Dans le livre aussi, Lorraine déclare que 4 entités hantent la maison, 3 esprits et un démon. Selon elle, le démon utilise les 3 esprits pour semer le chaos au sein de la famille. Avec les Warren, des expériences sont menées et filmées, enregistrées dans la chambre. Ils prient. Lorsqu'ils éteignent les lumières, Lorraine perçoit quelque chose au niveau du miroir. Selon elle, c'est le démon. Ensuite, l'écran de la télé, qui n'est pas branché, brille d'une lumière blanche. Tout le monde constate ça. Les Warren prient à nouveau, et là, Lorraine pense que les entités sont surtout présentes dans la chambre du couple, et qu'elles passent par leur placard pour aller de l'autre côté du duplex, chez John et Mary. C'est pareil dans le livre, hein, sauf qu'il y a beaucoup plus de phénomènes du type coup dans les murs, etc., qui n'ont absolument jamais cessé. Et le côté jusqu'au boutiste est également beaucoup plus mis en avant dans le livre. Par exemple, Ed va dire qu'il mène une grande bataille contre les esprits qui ne veulent pas abandonner, et les embrouilles continuent. Janet s'adresse au démon avec un magnétophone et enregistre la conversation où il répond par des coups contre le mur. Jack se réveille un soir endormi devant sa télé à 2 h du matin. Il entend des gens parler, et là il voit 2 femmes, une d'une 40aine d'années, une autre d'une 20aine d'années, qui sont debout devant lui. Et puis elles disparaissent d'un seul coup. Le soir venu, Jack se réveille en pleine nuit et les voit à nouveau dans le coin de sa chambre. Elles murmurent entre elles et le regardent. Jack, à nouveau, est incapable de bouger ou bien de parler. Là, pour moi, c'est encore clairement une paralysie du sommeil, sauf que non, l'auteur explique qu'il s'agit plutôt de psychic sleep, provoqué par le démon pour maintenir une personne endormie pendant que l'autre éprouve ces phénomènes. Encore une fois, dans le livre, on est uniquement dans l'interprétation paranormale des événements. Si Jack n'arrive pas à bouger, ce n'est pas à cause d'un trouble du sommeil, c'est parce que le démon l'empêche de bouger. D'ailleurs, dans le livre, on en apprend un peu plus sur tout ça. Selon Lorraine Warren, la forme noire, c'est le démon. Les entités de la maison n'auraient pas accepté leur mort et se seraient attachées au Smurl. Et dans le livre, ça va encore une fois vraiment beaucoup plus loin. Toute l'équipe Warren finit par ressentir la présence des esprits. D'ailleurs, le démon se nourrirait d'eux selon Lorraine, et à un moment, Jack Smurl se fait carrément mordre par une entité selon eux, puisqu'il aurait eu 3 marques de morsure sur la peau. Ils ont vraiment très faim. Et les phénomènes dans le film finissent par devenir vraiment très violents. Un soir, Janet est tirée du lit par une force invisible et se met à léviter comme Sigourney Weaver dans SOS Fantôme. Après ça, Janet elle en peut plus et elle décide de parler aux journalistes. Quand l'histoire devient publique, elle est harcelée par les curieux et la presse. La famille est plus que jamais sous pression. Le prêtre, façon Horatio dans Les Experts Miami, revient alors pour enquêter. Mais il ne constate rien de spécial et ne croit d'ailleurs pas Janet. Des mensonges, je vous en prie, restez. Janet, je sais que vous ne mentez pas. Je connais bien ce problème. On est parfois convaincu de voir des choses totalement affreuses. Mais ce n'est en réalité que l'expression d'un malaise. Je suis navré, je ne peux rien faire, Janet. Ne partez pas, mon père. La famille est jetée en pâture aux médias et devient la risée de la ville. Plus que jamais sous pression, John, le père de Jack, fait fuir les journalistes en les menaçant avec son gros fusil. Hé, ça va pas, Pépé? Déguerpissez maintenant. Rentrez chez vous. Allez. Et Jack va aussi chercher un gros fusil, parce que c'est ça l'Amérique. Va dans la cuisine avec les filles.
Tu ferais bien de prier pour moi, chérie. Je crois que c'est la seule chose qui m'empêchera d'abattre un de ces débiles. Oh, non, mais c'est pas possible. Jack, déconne pas, on est pas au Far West, Allez, cow-boy. Heureusement, un happening chrétien débarque pour chasser les méchants journalistes, la procession va chez les Smurls et ils sont sauvés par les prières de la Ligue du Sacré-Cœur qui parvient visiblement à convertir les journalistes. Et suite à ça, ils déménagent. Père comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je n'avais jamais eu vraiment conscience du pouvoir de l'amour et de la prière avant ce fameux soir. Cette expérience fut de loin la plus forte de toutes celles que nous avions tentées jusque-là. Non, j'arrive, grand-père. Nous fûmes contraints de quitter la maison de Chase Street. Jeannette? Oui, maman, je suis là. Maman? Jeannette? Oui, je suis dans la cuisine. Maman? Jeannette? Des phénomènes surnaturels se reproduisirent dans la nouvelle maison des Smurls jusqu'à ce que l'Église ordonne un exorcisme en mai 1989 qui mit fin à leur épreuve. Mais c'est fini là parce que... Attends, il se passe quoi dans le bouquin? L'histoire vraie, elle raconte vraiment ça comme ça? Alors, pour vous la faire courte, l'infestation empire, les manifestations empire, un mammouth mi-humain mi-animal aurait couru après Jack dans le couloir de leur maison, j'en reviens pas que je prononce une telle phrase, mais pour de vrai, hein, selon son témoignage, précisément dans ce couloir, Mary aurait vu un chien fantôme dans son salon sans queue ni tête, le chien fantôme, hein, pas son témoignage. Des esprits seraient apparus à des médiums, sans oublier les lévitations, les coups dans les murs et autres apparitions d'ambre noire. Et dans le livre, il y a plusieurs exorcismes, hein, comme on l'a dit en introduction. Sauf qu'ils sont pratiqués par le prêtre Robert McKenna qui travaille avec les Warren, mais qui fait partie d'un ordre catholique non reconnu par le Vatican. L'église officielle, elle, a systématiquement rejeté ce cas proposé par les Smurls. Bref, le premier exorcisme est pratiqué et il échoue. Ensuite, Janet est attaquée et elle est étranglée par une force invisible. Sur les conseils de Ed, elle visualise dans sa tête Jésus, ensuite elle invoque à haute voix la protection de Jésus, suite à quoi elle repousse l'attaque. Ensuite, il y a un deuxième exorcisme, c'est encore un échec. Les phénomènes continuent, ils entendent des voix les appeler par leur prénom alors qu'il n'y a personne. Le téléphone sonne, mais il n'y a personne au bout du fil. Bon là, ils se disent, on se tire de cette maison, on part une semaine camper pour voir comment est-ce que la situation évolue. Pas de chance, ils sont attaqués au camping, ça continue, ça les suit. Là, les Smurls sont au bout du rouleau, ils hésitent à rendre l'affaire publique par peur d'être pris pour des fous. En plus, il y a vraiment beaucoup de rumeurs qui circulent sur eux, avec tout le voisinage. Entre-temps, Jack se fait à nouveau V par une succube et finit encore avec une substance gélatineuse et gluante sur lui. Au final, ils n'en peuvent plus et ils décident de parler aux journaux. Ils se disent ensuite harcelés, comme dans le film, par la presse et les curieux. Des gens viennent troller en passant la musique Ghostbusters à fond. Ils sont au plus mal. Là, les Warren veulent faire un exorcisme avec plusieurs prêtres façon Avengers. Ils demandent à l'église officielle de leur prêter main forte. L'église officielle dit ouais, mais non. Alors Robert McKenna se colle à un troisième exorcisme, sauf que cette fois-ci, l'exorcisme fonctionne. Après cette ultime intervention de Robert McKenna, plus rien ne se passe. Ils finissent par déménager ailleurs en Pennsylvanie et ils vivent heureux. Et ça s'arrête juste comme ça? Juste comme ça. Maintenant, parlons rapidement de ce livre avant de revenir sur le film adapté. Alors le livre est écrit à partir des témoignages des 8 résidents du 328 et 330 Chase Street et de 28 autres témoins qui ont été en contact des phénomènes paranormaux entourant la famille Smurl. L'auteur précise que quelques libertés ont été prises avec la chronologie des événements, quelques scènes et dialogues ont été recréés pour les rendre dramatiques. C'est pareil dans le film, hein, qui pour le coup n'est pas un documentaire, donc c'est pas très dérangeant puisqu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Sauf que là, l'auteur avoue d'emblée avoir réécrit et fictionnisé une partie de leurs témoignages. Pour un livre qui affiche sur sa couverture retranscrire les véritables témoignages et faits autour de l'affaire,
Eh bien c'est contradictoire. Parce qu'il précise que le personnage de Donald Bennett dans le livre est en fait un personnage de fiction qui représente 3 personnes ayant travaillé avec le couple Warren. Même dans un livre qui parle de faits réels et d'histoires vraies, évidemment qu'on ne peut pas écrire à 100% telle quelle la réalité, mais on essaye au moins d'y coller le plus possible. Sauf qu'en fait, le livre est construit de telle sorte que, au final, on sait pas vraiment qu'est-ce qui tient du vrai et qu'est-ce qui est inventé ou qu'est-ce qui est grossi, puisqu'il y a quelques entretiens et témoignages qui sont rapportés tels quels, qui servent à appuyer ce qu'on nous raconte dans les chapitres dramatiques. D'ailleurs, les chapitres font tous environ 5 ou 6 pages maximum et sont à chaque fois condensés, construits pour être hyper efficaces. Il se passe à chaque fois un gros phénomène paranormal par chapitre, donc on voit aussi qu'il y a une construction un petit peu sensationnelle, artificielle qui est faite autour du livre. Mais bon, à la limite, ça tient de l'exercice de style, bon, très bien. Non, ce qui me dérange aussi, c'est à la fin du livre. L'auteur, il conclut son livre, tout ça par « Il n'y a pas de doute que leur histoire est vraie, trop de témoins, trop de faits corroborés ». Alors, eh bien, c'est un argument fallacieux parce que des doutes, si, il y en a quand même pas mal. Alors, je ne remets pas en question leur expérience et leur ressenti, par contre, on peut remettre en question la perception de ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, dans les témoignages d'entretien entre les Warren et les Smurl, on peut voir que les Warren renforcent immédiatement la croyance de la famille Smurl dans la hantise, sans approfondir les discussions sur leurs expériences. Indirectement, ils vont les conforter dans leurs croyances ou dans ce qu'ils pensent vivre, c'est-à-dire un phénomène de maison hantée et être hanté par des esprits. D'ailleurs, les Warren dans cette affaire ont été vivement critiqués. Ils ont notamment refusé l'accès à la maison aux enquêteurs du CSI Cop, un comité de sceptiques malgré l'autorisation des Smurl. Ils ont surtout mené leur propre enquête et ils ont eu d'ailleurs la main mise un peu sur l'enquête menée chez les Smurl. Mais surtout, et on le dit à de nombreuses reprises que les Warren documentent plein de phénomènes paranormaux en audio et en vidéo. Il y a d'ailleurs plusieurs chapitres qui sont consacrés à ça dans le livre. Donc vous voulez convaincre les gens dans les années 80 que le paranormal existe, qu'une maison est hantée. Vous avez des preuves qui sont documentées sur plusieurs jours, semaines. Vous dites que vous avez enquêté. Et d'ailleurs, la famille est jetée en pâture dans la presse et montrer ces preuves pourrait les aider. Sauf que vous ne présentez aucune preuve qui pourrait être irréfutable et aider aussi bien votre réputation que celle des familles victimes et qui ne sont pas crues. Et même si ça n'était pas une preuve irréfutable, ne serait-ce qu'un enregistrement, il n'y a rien. Absolument aucun semblant de preuve n'est avancé, et d'ailleurs les seuls documents intéressants que nous avons là dans le livre, par exemple, hormis tout ce qui est témoignage, ce sont les photos prises par Robert Curran avec la famille. Du côté des Warren, et sans rentrer trop dans les détails, parce que j'avais notamment déjà analysé toute leur méthodologie dans une vidéo que j'avais déjà faite, qui leur est consacrée dans d'autres vidéos où ils sont intervenus, les Warren, eh bien je trouve ça très étrange de leur part de laisser le doute planer. Et là d'ailleurs, près de 40 ans après, on n'a toujours pas vu la couleur de ces enregistrements audio et vidéo. En revanche, les Smurl, tels que décrits dans le livre, finissent par atteindre un état d'épuisement, de tristesse et de détresse extrêmement fort. L'auteur s'en sert pour décrire les conséquences de la hantise supposée. Psychic cold, psychic sleep, psychic manifestation. Des phénomènes interprétés sous le prisme de manifestations démoniaques qui influent sur le monde matériel. S'ils ont froid, c'est le démon. S'ils sont fatigués, c'est le démon. S'ils se sentent en détresse, c'est à cause des actes du démon. Et tout le livre est comme ça. Il est assez répétitif, très inscrit dans le contexte chrétien et tourne vraiment autour de la ferveur religieuse et de l'histoire d'une famille attaquée dans sa foi par un démon et comment est-ce qu'elle tente de résister et rester unie. Ils sont tous, Warren compris, décrits sans faille, sans travers. Quand on connaît les polémiques et zones d'ombre autour des Smurl, qui ont été très souvent accusés d'avoir mis en scène tout ça ou bien de mentir, je dirais que ce livre, supposé raconter leur histoire vraie, s'éloigne autant des véritables événements que le film. Parce qu'on a eu l'enquête de psychologues, d'autres enquêteurs, et même de religieux sur l'affaire qui nuancent et donnent d'autres interprétations et d'autres détails. Là, on a un seul point de vue qui est poussé, celui d'esprit semant un chaos dans une maison pendant des années, sans jamais nuancer les événements. Et c'est quelque chose que je dis souvent, mais n'oublions pas le fait concret. Au cœur de cette affaire, il y a eu une famille en détresse, ou qui a été manifestement en détresse pendant une période, et je pense que ça n'est jamais agréable de se sentir mal au point d'être obligé de parler publiquement de tout ça et de devenir un peu la risée, le bouc émissaire presque même du quartier, ou de tout simplement ne plus du tout être pris au sérieux parce qu'on dit que notre maison est hantée. Ce qui fait la particularité du cas Smurl, et les Warren le répètent beaucoup, c'est qu'en apparence, le foyer était plutôt épanoui, il n'y a pas d'affaires d'enfants maltraités ou que sais-je, ou de couples dysfonctionnels ou défaillants,
Et c'est un peu ce qui a été mis en avant sur, bah voilà, en apparence c'est une famille tout ce qu'il y a de plus normal, chrétienne, bonne chrétienne, qui est attaquée par un démon ou par les forces du mal. J'aurais trouvé ça intéressant justement que le livre aussi pousse un peu plus le côté psychologique. Comment est-ce qu'ils se sentent et comment est-ce que leur état émotionnel peut justement rejaillir dans les phénomènes qu'ils constatent. Par exemple, Jack et ses paralysies du sommeil, bon bah clairement il y a minimum un trouble du sommeil. Janet, qui à plusieurs reprises a entendu des voix l'appeler par son prénom. Je vous rappelle les 3 phénomènes qui reviennent le plus quand quelqu'un rapporte un événement extraordinaire: le fait d'entendre quelqu'un vous appeler par votre prénom, le fait d'entendre des bruits de pas qui s'arrêtent sur le seuil de votre porte, et le fait d'entendre par exemple un bruit de pas à l'étage ou dans votre maison alors qu'il n'y a personne. Tous ces témoignages reviennent très souvent dans le livre, et ce sont les 3 phénomènes, pour généraliser, qui sont parmi les plus partagés à travers le monde. Il y a donc beaucoup plus de questions à se poser sur ce cas, d'analyse, d'angle sur lequel attaquer toute cette affaire. C'est donc pour ça que je trouve que, effectivement, ce livre dramatise, romance beaucoup l'affaire des Smurl. Pour en revenir au film, c'est quand même pas rien. Suite à notre vidéo sur le film adapté de l'affaire Darnich et Johnson avec Kevin Bacon, vous avez été nombreux à suggérer en commentaire qu'on s'attaque à celui-ci. Je l'avais déjà vu et je sais qu'à l'époque de sa diffusion, dans les années 90, il a traumatisé pas mal de spectateurs. Son titre français, La Maison Hantée, simple mais efficace, a attiré pas mal de curieux et pas forcément des spectateurs familiers du genre horrifique. Et je dois reconnaître que, bien que ce soit de l'horreur plutôt soft, il y a des séquences qui valent leur pesant de cacahuètes, notamment celle avec la forme noire, celle de la lévitation, et puis bien sûr celle celle avec la dame là. Mais quand on le regarde plus de 30 ans après sa sortie, le film souffre du poids des années. C'est très lent et au final, il ne se passe pas grand chose. La mise en scène est molle, la musique est soporifique et le tout fait pâle figure comparé au film Conjuring d'aujourd'hui. Mais pour l'époque, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un pur produit télévisuel, supposé faire frémir en racontant une histoire supposément vraie, tout en respectant les multiples contraintes imposées par les chaînes de télé, bah c'était un noble effort. Aujourd'hui, mieux vaut en garder un lointain souvenir angoissé plutôt que de le revoir au risque de bâiller. En revanche, il y a clairement un remake à faire. Pour plus de détails sur le cas des Smurl, je vous recommande vraiment la longue vidéo complète d'Eoculture qui ont enquêté sur le cas. Et puis qui sait, peut-être que je vous proposerai bientôt une autre chronique directement liée au Warren, mais pour l'heure, je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup à Pierre pour sa participation, ses éclairages et son analyse à mes côtés du sujet. Si jamais vous voulez en voir plus de son côté, vous pouvez vous abonner à sa chaîne La Caverne de Pierre, il raconte très souvent des histoires autour de la pop culture. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.